Voilà, bonjour tout le monde, c'est M. Diouf, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va connaître le programme en parlant sur une partie qu'on appelle la notion sur la plaque motrice. Donc, la notion de plaque motrice, c'est quoi? La plaque motrice, c'est une synapse neuromusculaire. La plaque motrice, c'est une synapse. C'est une synapse neuromusculaire. Et on avait dit que la synapse, c'est la jonction entre deux éléments. L'élément présynaptique, l'élément postsynaptique séparé par un espace qu'on appelle la fente synaptique. En réalité, là, on n'a pas une synapse neuroneuronale. Une synapse neuroneuronale, c'est une synapse entre, ou bien c'est une jonction entre deux cellules nerveuses. Ici, la particularité, c'est quoi? Une synapse neuromusculaire, c'est une jonction entre une fibre nerveuse et une fibre musculaire. Et on avait fait l'organisation du muscle strié squelettique. Donc ici, on va vous expliquer l'organisation de la plaque motrice et leur fonctionnement. Donc, la plaque motrice, est une synapse neuromusculaire. Et la synapse neuromusculaire est composée par un neurone et neurone qui représente la membrane présynaptique. Qui représente la membrane présynaptique. Et la membrane présynaptique qui est le neurone est repérée par les vésicules synaptiques et sa membrane renferme des canaux voltage dépendants à CAD+. Et aussi, l'autre élément, c'est quoi? C'est la fibre musculaire. Donc, on dit que la cellule neuromusculaire est composée par un neurone, c'est la jonction entre un neurone et une fibre musculaire. Mais ici, la fibre musculaire est repérée par les neurones, par la présence des myofibres. Donc, c'est la membrane postsynaptique qu'on appelle le sarcolème. La membrane voici ce qu'on appelle la membrane postsynaptique. Et les deux éléments sont séparés par un espace qu'on appelle la jonction ou bien la fente synaptique. Mais la fibre musculaire, elle est repérée par les myofibres. Et les myofibres se trouvent au niveau du sarcoplasme. En réalité, le cytoplasme du fibre musculaire est appelé sarcoplasme. Donc, voici le niveau d'organisation de la plaque motrice qui est une synapse neuromusculaire. Après avoir étudié l'organisation, on peut étudier ce qu'on appelle le fonctionnement de la plaque motrice. Et c'est le même fonctionnement pour une synapse excitatrice. Qu'est-ce qu'une synapse excitatrice? C'est une synapse dont le neurotransmetteur c'est l'acétylcholine. Et à la fin, on aura ce qu'on appelle le PPST, qui est le potentiel postsynaptique excitateur. Donc ici, le point de départ, c'est quoi? Pour expliquer le fonctionnement de la plaque motrice. Le point de départ, l'élément 1, c'est quoi? Au niveau du neurone présynaptique qui est le nerf ou bien le neurone, on doit enregistrer un phénomène électrique. Mais le phénomène électrique, ça doit être un potentiel d'action nerveux. Pourquoi? C'est notre potentiel d'action enregistré au niveau de nerf. Donc, si on porte une excitation au niveau du nerf ou bien au niveau de l'élément présynaptique, on va enregistrer un potentiel d'action nerveux. Et l'arrivée du potentiel d'action nerveux au niveau du neurone présynaptique va provoquer l'ouverture des canaux voltage dépendant à CAD+. L'entrée des ions CAD+, va provoquer la migration des vésicules synaptiques. Oui, la migration des vésicules synaptiques. Ce sont les vésicules synaptiques qui renferment les neurotransmetteurs. Mais ici, le neurotransmetteur est connu, c'est toujours l'acétylcholine, ou bien un neurotransmetteur excitateur qui joue le même rôle que l'acétylcholine. L'entrée des ions CAD+ va provoquer la migration des vésicules synaptiques. Et les vésicules synaptiques fusionnent avec le neurone, qui est l'élément présynaptique. Et cette fusion a pour but de libérer l'acétylcholine dans la fente synaptique. Si vous avez la libération de l'acétylcholine dans la fente synaptique, ici vous avez la membrane de la fibre musculaire qu'on appelle le sarcolème. Et au niveau du sarcolème, il y a des sites spécifiques pour la fixation de l'acétylcholine. Et il y a des canaux chimiodépendants à Na+. Ici, il y a des canaux chimiodépendants à K+. Au niveau de la plaque motrice, on ne peut pas avoir des canaux chimiodépendants à CN-. En réalité, on ne peut pas avoir une synapse inhibitrice. Pourquoi? Parce que les muscles ne se reposent jamais.
À chaque fois, vous avez la présence des potentiels d'action de faible fréquence qu'on appelle le tonus musculaire qui permet de maintenir le muscle dans un état de légère contraction. C'est ça le rôle physiologique du tonus musculaire au repos. Si vous avez la fixation de l'acétylcholine au niveau du sarcolaire, il y aura d'abord l'ouverture des canaux chimiodépendants à NAA+. L'entrée de NAA+ dans le sarcoplasme, ça provoque ce qu'on appelle la dépolarisation de la fibre musculaire. Et après la dépolarisation, il faut créer la repolarisation. Et pour créer la repolarisation, il suffit d'éliminer l'acétylcholine. Et on avait dit qu'il y a une enzyme spécifique qui permet d'éliminer l'acétylcholine qu'on appelle l'acétylcholinestérase. La destruction de l'acétylcholine par l'acétylcholinestérase provoque d'abord la fermeture des canaux chimiodépendants à Na+, et l'ouverture des canaux chimiodépendants à K+. La sorte d'adhésion K+, va provoquer la repolarisation de la fibre musculaire. Et si vous avez la repolarisation de la fibre musculaire, à la fin, vous aurez un PPSE au niveau du sarcoplasme. Et ce PPSE va générer un potentiel d'action musculaire. Et c'est le même potentiel d'action musculaire qui va déclencher les étapes de la contraction musculaire. Autrement dit, le potentiel d'action nerveux donne un potentiel d'action musculaire. Donc vous avez deux phénomènes qu'on doit maîtriser. PAM, c'est quoi? Potentiel d'action nerveux. PAM, c'est quoi? Potentiel d'action musculaire. Donc vous retenez que le fonctionnement de la plaque motrice, c'est la même chose que le fonctionnement du synapse excitatrice. Et à part le fonctionnement de la plaque motrice, on peut en conclure que le potentiel d'action musculaire va déclencher les étapes de la contraction. Donc ici, le PPSE atteint toujours le seuil pour donner un potentiel d'action musculaire. Et qu'est-ce qui différencie un potentiel d'action nerveux et un potentiel d'action musculaire? On va commencer par le potentiel de repos du fibre nerveuse. En parlant sur la DDP. La DDP du potentiel de repos est égal pour une cellule nerveuse est égal à moins 70 millivolts. Mais le potentiel de repos musculaire, sa DDP est égal à moins 90 millivolts ou moins 80 millivolts. Donc pour les élèves de terminale, pour identifier est-ce que c'est un potentiel d'action nerveux ou bien un potentiel d'action musculaire. Vous regardez l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, vous avez toujours la DDP. Ici, vous avez plus 30, qu'on appelle les valeurs de référence. Là, c'est 0 millivolts. Là, c'est égal à moins 50. Vous regardez ici. Si vous avez moins 90 et on vous a représenté une structure comme ça, vous dites que là, c'est un potentiel d'action musculaire. Parce que la DDP au repos est égale à moins 90. Parce que ce qui sépare, ce qui fait la différence entre un potentiel de repos et un potentiel d'action, c'est l'artefact de simulation. Ensuite, si vous avez moins 70, vous dites que c'est un potentiel d'action nerveux. Et en réalité, on vous demande quel est le lien entre un potentiel d'action nerveux et un potentiel d'action musculaire. Vous dites que c'est le potentiel d'action nerveux qui, après transmission synaptique extratrice, va donner un potentiel d'action musculaire au niveau du sarcoplasme de la fibre musculaire. Donc voici le fonctionnement de la plaque motrice. Et quand on dit fonctionnement à côté, on peut avoir ce qu'on appelle le dysfonctionnement. Et le dysfonctionnement, ça veut dire qu'on peut injecter une substance qui peut bloquer la transmission neuromusculaire. Après avoir expliqué le fonctionnement de la plaque motrice, à tout moment, au niveau des exercices, on peut avoir une substance ou bien des substances qui bloquent la transmission neuromusculaire. Et d'habitude, on vous demande de proposer des hypothèses. Et il faut regarder bien là où on a injecté la substance. Par exemple, si on vous dit, vous avez le curare, on a une substance toxique qu'on appelle le curare. Et on vous dit, on injecte le curare sur la synapse neuromusculaire, ça veut dire sur le rapport entre le nerf et le muscle. Et on porte une excitation au niveau du nerf, il n'y a pas de contraction musculaire, donc il y a un problème. Et d'habitude, au niveau des exercices, on vous demande de proposer des hypothèses pour expliquer le mode d'action de la substance ou bien le mode d'action du curare. Si la substance est injectée sur la préparation nerf-muscle, là, il faut proposer 3 hypothèses. La première hypothèse, c'est quoi? Voici hypothèse 1. La substance peut agir au niveau du nerf. La substance peut agir
au niveau du nerf pour empêcher quoi? Pour empêcher l'arrivée du potentiel d'actionnaire nerveux. Pour empêcher l'arrivée du potentiel d'action nerveux. Pour empêcher l'arrivée du potentiel d'actionnaire nerveux. On appelle PAN, potentiel d'actionnaire nerveux. Entre parenthèses, là, vous avez PAN. Ou bien, la substance qui est la deuxième hypothèse, la substance peut agir au niveau du muscle pour empêcher sa contraction. Hypothèse, la substance, quel que soit le nom de la substance, on peut dire la substance peut agir, c'est une possibilité, hein, peut agir sur le muscle, en empêchant sa contraction. Là aussi, c'est une possibilité. En empêchant sa contraction. Ou bien, on dit hypothèse 3, la substance peut agir au niveau de la jonction neuromusculaire. Et là, il ne faut pas donner la conséquence. Hein. Vous dites que la substance peut agir au niveau de la jonction neuromusculaire. Au niveau de la jonction neuromusculaire. Donc, voici les trois possibilités. La substance peut agir au niveau du nerf pour empêcher l'arrivée du potentiel d'actionnaire nerveux. La deuxième hypothèse, la substance peut agir sur le muscle en empêchant sa contraction. Hypothèse 3, la substance peut agir au niveau de la jonction neuromusculaire. Et ici, on n'a pas donné la conséquence. Pourquoi? Parce qu'au niveau des exercices, on vous demande de proposer des explications pour valider l'une des hypothèses. Ou bien il y a des exercices où on prend des autres informations. Après avoir produit ces trois hypothèses, on peut avoir une deuxième partie où on vous dit l'action de la substance est maintenue. Ça veut dire que vous avez toujours la substance au niveau de la préparation des muscles. Et on porte une excitation au niveau du nerf. Vous avez la présence de la substance au niveau de la préparation des muscles et on porte une excitation au niveau du nerf et on nous montre qu'on a un potentiel d'action nerveux. Donc cette hypothèse n'est pas vérifiée. On avait dit que la substance agirait ou bien la substance peut agir au niveau du nerf pour empêcher l'arrivée du potentiel d'action nerveux. On vous dit que la substance est toujours là et on vous dit qu'on a porté une excitation au niveau du nerf et on constate qu'il y a un potentiel d'action nerveux. Ça nous montre que la substance n'agit pas sur le nerf. Si la substance agirait au niveau du nerf, quelle que soit l'intensité de l'excitation, on ne peut pas avoir un potentiel d'action nerveux. Là, c'est une information. Vous dites que la première hypothèse est résidue. Et on vous dit que l'action de la substance est toujours maintenue au niveau de la préparation des muscles. Là, on peut porter une excitation directe au niveau du muscle. Si on excite direct le muscle et on constate qu'il y a contraction, là, on dit que la substance n'agit pas sur le muscle. Si la substance agirait au niveau du muscle, on ne peut pas avoir la contraction. Donc, d'après cette information, on peut dire que la substance n'agit pas sur le nerf, la substance n'agit pas sur le muscle. Donc, il reste une troisième possibilité qui est au niveau de la jonction neuromusculaire. Et 99% des exercices, c'est la troisième hypothèse qui sera vérifiée. Quelle hypothèse? Si la substance agit au niveau de la jonction neuromusculaire. Et si la substance agit au niveau de la jonction neuromusculaire, ça nous permet d'envisager trois autres hypothèses, à savoir, si la substance agit au niveau de la jonction neuromusculaire, ici, au niveau de la jonction neuromusculaire, on peut en conclure pour la première hypothèse, on peut dire H1', la substance peut agir au niveau de la membrane présynaptique pour empêcher ce qu'on appelle l'exocytose. La substance peut agir au niveau du sarcolemme pour occuper les sites de fixation de l'acétylcholine. Ou bien, la troisième hypothèse, la substance peut agir au niveau de la fente synaptique pour éliminer ou bien pour modifier le neurotransmetteur qui est l'acétylcholine. Donc, vous maîtrisez les 6 hypothèses. Parce qu'au niveau de l'activité musculaire, vous avez 6 hypothèses. Les 3 premières hypothèses, c'est quoi? La substance peut agir au niveau du nerf pour empêcher l'arrivée du potentiel d'action nerveux. La substance peut agir au niveau du muscle pour empêcher sa contraction. La substance peut agir au niveau de la jonction neuromusculaire. Et au niveau de l'exercice, on peut préciser une autre information. On vous dit qu'on excite le nerf et on constate qu'il y a un potentiel d'action nerveux. Vous dites que la substance n'agit pas au niveau du nerf. Donc la première hypothèse est éliminée.
On vous a dit que le muscle est excité et il y a contraction musculaire, donc la substance n'agit pas sur le muscle. Si la substance n'agit pas sur le nerf ni sur le muscle, la substance agit au niveau de la zone neuromusculaire. Et si la substance agit au niveau de la zone neuromusculaire, on peut envisager 3 autres hypothèses. En disant, la première hypothèse, la substance peut agir au niveau de la membrane présynaptique pour empêcher l'exocytose. La substance peut agir au niveau de la membrane postsynaptique qui est le sarcolemme pour occuper les sites de fixation de l'acétylcholine, ou bien la substance est injectée au niveau de la fente synaptique pour éliminer ou modifier l'acétylcholine qui est le neurotransmetteur. Et après la proposition des 3 ou bien des 6 hypothèses, on peut vous demander dans l'exercice, proposer une expérience pour valider l'une des hypothèses. L'expérience c'est quoi? Comme on a des problèmes, pour localiser le mode d'action de la substance, on va faire l'injection de la substance radioactive. On va injecter la radioactive de la substance. Et si on fait l'injection de la substance radioactive au niveau de la préparation nerf musculaire, et à partir de la localisation de la radioactivité, on peut savoir laquelle des 3 hypothèses est confirmée. Si on injecte la substance radioactive dans la préparation nerf musculaire, et on constate qu'il y a la présence de la radioactivité au niveau du nerf, vous dites que la substance agit au niveau du nerf. Si on a l'apparition de la radioactivité au niveau de la membrane postérieure qui est le sarcolemme, on peut dire que c'est la deuxième hypothèse qui est vérifiée. Si vous avez la localisation ou bien l'apparition de la radioactivité sur la zone neuromusculaire, là c'est la 3e hypothèse qui est vérifiée. Donc, ne cherchez pas de vidéo à 14 heures. Pour le fonctionnement de la palame motrice, il faut maîtriser toujours le fonctionnement du synapse excitatrice. Et au niveau de la vidéo suivante, on va expliquer les étapes de la contraction musculaire. Et les étapes de la contraction musculaire sont toujours déclenchées par le phénomène électrique qui est le potentiel musculaire.